Bon après-midi. Donc là, on a plusieurs tables rondes. On va commencer par la présentation de Anne Johansson, qui s'intitule Urgence, salle de naissance des mannequins pour sauver une vie. Donc je vous présente rapidement. Donc vous êtes pédiatre, néonatologiste, chef de service de soins intensifs pour nouveau-nés à l'hôpital universitaire des enfants à Bruxelles, directeur de cours de réanimation à la naissance, Newborn Life Support, European Resuscitation Council. Et donc, tout à l'heure, Guillaume Corincourt va rejoindre aussi, si vous voulez vous installer des mains, comme ça, ce sera. Voilà, donc va nous parler dans la suite de cette même table ronde de comment les techniques d'imagerie moderne ont influencé la vision et le statut du fœtus patient. Non, je vais gêner. Et donc, pour vous présenter aussi, vous êtes radiologue, PhD éthique médicale, PUPH, membre du groupe radiopédiatrique de recherche en imagerie fétale. Et donc, la discutante de la séance, donc Lisa Douk, docteur en psychologie, maître de conférence en psychomonologie à l'Université de Rouen, créatrice du dispositif de visioconsultation XI.fr et membre de l'Institut du virtuel Seine-Ouest. Voilà, donc je vous passe la parole. Merci, je remercie Sylvain Missonnier et les organisateurs de m'avoir invité à cette journée consacrée à l'IBI. Je dis tout de suite que je suis somaticienne, donc ça ne sera pas un discours très psychologique, mais nous utilisons, vous allez le voir, des mannequins et des simulations virtuelles également. Donc effectivement, je suis néonatologiste et à force d'exercer ce métier et surtout de l'enseigner, on s'est orienté vers des pratiques qui étaient, des modes d'enseignement, d'apprentissage qui étaient plus pratiques, plus réalistes que ce qu'on faisait auparavant. Donc il y a vraiment toute une évolution et qui assurait plus de sécurité même aux apprenants et bien sûr à nos petits patients et qui était plus éthique. Et c'est un peu de cela que je vais vous parler. Alors mon titre, Urgence, salle de naissance des mannequins pour sauver une vie, peut paraître très aguicheur, mais en salle de naissance, lorsqu'il y a une urgence, eh bien la prise en charge ne souffre d'aucun retard, d'aucune désorganisation. Donc c'est un peu aguicheur, mais c'est la réalité. Alors, la naissance, je viens de vous le dire, c'est un moment à risque. On sait que dans les pays industrialisés, il y a 10 à 15% de bébés qui vont avoir besoin de gestes de réanimation, parfois et heureusement très simples, et le bébé récupère très rapidement. Mais malheureusement, dans cette phase de transition entre la vie intra-utérine et extra-utérine, il y a 3 à 4% de bébés qui vont avoir besoin de gestes lourds de réanimation. Et ce sont des situations d'extrême urgence où il faut appliquer les recommandations médicales et internationales, mais aussi les gestes à savoir effectuer. Et ça ne laisse vraiment pas de place à la désorganisation, à l'improvisation ni à l'erreur. Alors, pour vous mettre en appétit et directement dans le vif du sujet, je vais mettre mes lunettes, ce sera plus facile. Voilà. Ah, c'est parti. Regardez. Ah, merci, Cindy. Je ne sais pas si vous entendez. Alors c'était le début du démarrage d'une vidéo du laboratoire de simulation de Caen, et c'est là qu'il faut agir, et c'est là que vraiment il faut tout intégrer. Alors il y a des outils très performants pour ça, et l'aéronautique nous a beaucoup appris, et je suppose que certains d'entre vous se souviennent de ce capitaine Sulberger, qui était pilote d'un A320 démarré de New York, qui avait heurté un banc d'oiseaux migrateurs, des oies, et qui était rentré dans les turbines, et donc l'avion menaçait de s'écraser, et donc automatiquement il a téléphoné à l'aéroport d'où il venait pour demander s'il pouvait atterrir, et les pistes étaient occupées. Il a téléphoné aux hôpitaux décidément, aux aéroports adjacents, il ne pouvait pas, et il a décidé de poser son avion sur la Hudson River. Et il a sauvé ainsi 150 passagers, 5 membres d'équipage. Et quand tout le monde lui disait, ses collègues, ses amis, les journalistes, mais quel sang-froid, mais c'est magnifique, il a répondu invariablement, mais j'ai juste fait ce pourquoi j'ai été entraîné et ce pourquoi vraiment on a été formé. Et donc, on voit bien que l'aéronautique a beaucoup investi dans la simulation et dans les simulations de situations d'urgence, alors que finalement, le risque de décès est bien moins grand que le risque de décès dû aux erreurs médicales, qui est de l'ordre de 1 sur 300 patients.
Et donc, vous voyez que malgré ça, ce sont des chiffres anglais. Pour 3200 pilotes, il y a 14 centres de simulation de vol. Et pour plus ou moins 100 000 médecins hospitaliers en Angleterre, il n'y a que 20 centres de simulation à haute fidélité. Et pourtant, c'est connu depuis presque les années 2000, l'erreur médicale est responsable d'un taux de mortalité qui est plus élevé même que ceux des accidents de la route. Et en plus, on voit bien que dans notre domaine, donc la gynéco-obstétrique et la réanimation, et en réanimation néonatale, on est aux confins des deux, cela engendre vraiment beaucoup de situations médico-légales. Alors, évidemment, on se dit que, tout seul, on se dit que qu'est-ce qu'il y a de mieux que simuler une situation virtuelle la plus proche possible de la réalité pour pouvoir faire face à ces situations d'urgence. Alors, qu'est-ce que c'est que la simulation néonatale? Eh bien, on a besoin de mannequins qui soient à terme, qui soient téléguidés ou inertes, et de mannequins prématurés, comme vous pouvez les voir, qui soient effectivement aussi soit inertes, soit téléguidés. Et donc, on utilise ces mannequins de la réalité virtuelle pour reproduire des situations ou des environnements de soins dans le but d'enseigner des procédures diagnostiques et thérapeutiques et de les répéter, ces processus et ces concepts de prise de décision, soit par un professionnel, soit par des équipes de santé. C'est la définition reconnue par tous depuis 2009 et la Haute Autorité de Santé en France en 2012 dit qu'en plus cette méthode est une méthode pédagogique innovante et basée sur l'apprentissage expérientiel et la pratique réflexive. Alors la simulation, on en parle comme si c'était quelque chose de neuf, mais la simulation elle existe depuis longtemps. Et ce qu'on a délicatement dit simulation organique était des dissections sur des animaux vivants ou cadavres pour reproduire des expériences. Et je dois même dire qu'en apprenant l'anatomie en médecine, nous avions un atelier dissection sur cadavres. Et heureusement, la simulation a évolué vers la prise en charge, on va dire non organique, qu'elle soit électronique ou synthétique, c'est-à-dire des mannequins procéduraux, des mannequins à haute fidélité, qui tiennent tout à fait compte de l'environnement des participants et du patient, et le participant est en immersion instantanée dans un contexte qui est un contexte ultra réaliste. Alors, cette simulation, on ne peut pas la pratiquer toute seule, isolément, ça n'a pas vraiment de sens. Elle s'inscrit dans une ligne d'apprentissage. On sait qu'on retient 10% de ce qu'on lit, 30 de ce qu'on voit, 40 de ce qu'on voit en entend, et je vais parler à la belge, puisque je suis belge, 90 ou 90% de ce qu'on fait. Mais ça s'inscrit tout à fait dans une échelle d'apprentissage, une ligne d'apprentissage. C'est aussi repris par le programme de réanimation néonatale de l'Académie américaine de pédiatrie en 2015, et on voit évidemment, il y a une phase cognitive essentielle, et puis comme vous le voyez ici, il y a une phase, on dit psychomotrice, où vraiment il faut faire les gestes procéduraux et jouer les scénarios, ou alors on a acquis tous ces acquis-là et on maintient ces compétences en utilisant ces systèmes de simulation. C'est exactement le même schéma cycle d'apprentissage qui est le cycle d'apprentissage repris chez Illumens, qui est un centre de simulation à Paris, qui est d'enseignement à la haute fidélité pour adultes comme pour bébés. Vous voyez, on apprend, on revoit ce qu'on connaît, les prérequis, on fait les gestes, la simulation procédurale, et puis éventuellement on joue sur ordinateur, mais on joue surtout le scénario haute fidélité avant d'aller en clinique, et en clinique de travailler dans une clinique où il y a un senior et seniorisé. Alors, ces techniques-là, récemment, il y a une littérature qui commence à apparaître, on va voir à la fin de l'exposé aussi, sont efficaces, et vous voyez ici, dans cette méta-analyse publiée en 2016 en néonatologie par des néonatologues ou néonatologistes chevronnés dans le domaine, ça a un impact, ça diminue le taux de mortalité néonatale précoce. Ceci est un programme qui apprend la ventilation en salle de naissance dans les pays à ressources limitées, Afrique centrale et en Inde. Et on voit que simplement rappeler un rappel théorique et refaire le geste participent, les personnes qui ont été formées savaient faire ce geste de façon efficace à 5%, et après ce petit programme procédural et de jeu de scénario avait à 95% obtenu les acquis. Alors, à qui sont destinés ces cours? Ces cours sont destinés à toute personne qui va être amenée à être confrontée ou prendre en charge un nouveau-né en difficulté en salle de naissance. Ça veut dire une sage-femme, une puéricultrice, un anesthésiste, un gynécologue ou un pédiatre. C'est vraiment destiné à du personnel qui travaille vraiment in situ. Alors on fait cette simulation sur des mannequins inertes qui sont dits à basse fidélité, même si l'environnement est à haute fidélité, et sur des mannequins programmés et téléguidés dits à haute fidélité.
Alors l'enseignement sur des mannequins dits à basse fidélité qui sont inertes a de multiples avantages. Il permet, comme vous le voyez ici, de vraiment d'effectuer les gestes et d'acquérir ce geste de ventilation, on va le voir sur la diapo suivante, qui est absolument très très important à acquérir. Il permet de coordonner les gestes, ventilation, massage cardiaque, permet de prendre le temps de mettre des cathéters centraux sur des vrais cordons ombilicaux dans des petits biberons, mais surtout, il permet une temporalité où l'instructeur va raconter à l'apprenant et son équipe un scénario qu'il va faire dérouler en fonction de la temporalité de l'apprenant. C'est-à-dire que le scénario qui a un but pédagogique précis peut être déroulé en 10 minutes si l'apprenant semble avoir des acquis, ou en 20 minutes ou en 25 minutes en fonction de l'apprenant. Donc c'est une façon bienveillante, sécurisante et d'être sûr que ces apprenants aient tous les acquis. Alors en Belgique, ça faisait déjà très longtemps qu'on effectuait ces cours, très organisés à partir des années 90, mais on a fait partie intégrante maintenant de la Belgian Resuscitation Council, qui a repris ces cours dans son association, et 2-3 ans après, ils nous ont intégrés à l'European Resuscitation Council, ce qui donne l'avantage que tous les participants qui sont en Europe et dans ce type de cours ont le même type de formation théorique, le même type de formation procédurale et de scénario, la même certification, puisque les mannequins inertes donnent lieu à une certification, et surtout que les formateurs, parce qu'il ne suffit pas d'être un néonatologiste et de connaître son métier, soient vraiment formés à la pédagogie, à une pédagogie qui est identique à ce type de workshop. Alors, vous le voyez, une journée type ERC, c'est plus ou moins 9 heures, c'est très concentré. Il y a très peu de temps qui est alloué, c'est plus ou moins 1h15 à la théorie. Il y a 2 heures qui sont allouées à la procédure et 5 heures à l'exercice de scénario. Les participants font des scénarios et des jeux de rôle avec chaque fois un but pédagogique tout à fait précis par formation. Alors ici, je vous disais, il y a des ateliers procéduraux et donc on ne peut pas étudier que sur ordinateur, que dans des jeux vidéo, parce qu'il y a des gestes à savoir maîtriser. Et nous sommes en salle de naissance, en néonatologie. On sait que pour 95% des bébés pour qui on va appeler pour avoir de l'aide dans une salle de naissance, en 1 à 2 minutes, 95% des bébés vont récupérer. Donc maîtriser ce geste est essentiel et il faut l'utiliser, il faut le faire à bon escient. Un autre atelier, on l'avait déjà vu, coordonner la ventilation, le massage cardiaque, la mise en place de cathéters dans des vrais cordons, de façon à ce que l'apprenant puisse connaître vraiment ce que c'est la réalité d'un cordon ombilical, s'il doit en mettre lorsqu'il est en urgence clinique en réalité. Les scénarios, je vous l'ai dit, chaque fois un thème précis, pendant 1 heure, prématurité, et l'instructeur qui guide et qui suit le rythme de l'apprenant. Alors, ces formations, ces simulations sur mannequin inerte donnent lieu, toujours dans le cadre européen, à un certificat, un petit test théorique sous forme de choix multiples et un test pratique où vous voyez, on raconte un scénario et l'apprenant doit dérouler l'algorithme médical avec les gestes à effectuer dans un ordre extrêmement précis. Alors l'autre type de simulation, elle est très différente. Elle s'adresse à des beaucoup plus petits groupes. Ce sont sur des mannequins programmés avec un scénario qui a un but pédagogique mais qui est limité dans le temps. Ils sont vraiment plus vrais que nature. Ces bébés peuvent, la maman, vous allez voir aussi, peut respirer, peut saigner et va répondre aux gestes de soins que pratique le participant. Donc s'il fait les gestes corrects, le mannequin la situation va se stabiliser ou s'améliorer. S'il ne fait pas les gestes, eh bien, la situation va un peu se péjorer de façon à ce qu'il puisse les pratiquer. Alors, cette simulation-là, à haute fidélité, eh bien, c'est quand on a déjà les outils procéduraux, bien sûr, c'est quand on a déjà les acquis théoriques, et ça permet de développer la compétence, et ça apprend surtout à travailler en équipe, c'est-à-dire le leadership, qui fait quoi, ou comment, connaître les autres équipes multidisciplinaires, comme surtout nous, les anesthésistes et les obstétriciens. Ça permet de prévenir les erreurs. Vous pouvez répéter le scénario plusieurs fois jusqu'à ce que les apprenants soient en sécurité ou faire d'autres scénarios. Alors, ce type d'enseignement utilise surtout 4 compétences. D'abord, les outils propres à l'apprenant, théoriques et procéduraux.
Deuxièmement, sa capacité à gérer l'urgence, vraiment gérer le stress et l'émotion, sa conscience de la gravité de la situation et sa capacité à travailler en équipe. Et à l'intersection de ces 4 compétences, c'est là que se trouve la sécurité maximale du patient. Et on peut aussi refaire les scénarios en essayant de développer pour les apprenants, par exemple, la capacité de travailler en équipe ou alors la gestion de son stress et de ses émotions. On peut refaire jusqu'à ce qu'on renforce une de ces compétences, jusqu'à ce que l'apprenant soit tout à fait en sécurité. Alors, la situation tout à fait typique d'une salle de naissance, vous la connaissez, c'est une maman qui arrive, elle est en difficulté, elle a des complications qui mettent sa vie en jeu et celle du bébé aussi. Et c'est pour ça que nous avons choisi dans notre équipe d'avoir des mannequins, mais d'avoir, on va dire, la famille de mannequins. Il n'y a pas de papa mannequin encore téléguidé, mais la maman, Noël, avec son fœtus, et donc l'obstétricien peut, à l'arrivée de la maman, palper, faire une échographie, voir comment l'enfant est mis. S'il y a un accouchement prématuré, nous avons un bébé prématuré et que nous pouvons réanimer, ou l'enfant à terme s'il y a une asphyxie. Donc c'est une famille de mannequins qui sont assez complexes et bien développés. Alors ces mannequins téléguidés, il faut les programmer. Et donc chaque mannequin, la maman, les bébés prématurés, le bébé à terme, a un ordinateur qui permet de le programmer et on va voir comment on fait les scénarios. Chaque étape et chaque algorithme ou chaque chemin que peut prendre l'apprenant doit être encodé et contrôlé par un technicien. De plus, le scénario va être filmé et ce film, les apprenants, au moment du débriefing, vont regarder le film et vont eux-mêmes réfléchir sur ce qui a été fait et sur leurs acquis et sur ce qu'ils peuvent éventuellement améliorer. Donc, mannequin, système informatique performant, technicien, et vous voyez ici souvent les techniciens sont derrière une vitre dans un local à part. Il faut parfois 2 techniciens s'il y a une équipe d'anesthésistes qui prend la maman à endormir, les obstétriciens qui attendent et aller filmer ailleurs et contrôler le téléguidage du mannequin par le pédiatre. Alors, je vous disais les scénarios à programmer. Eh bien, il faut déjà que, en ce qui concerne la néonatologie, que quand le participant arrive, il se dise tiens, cet enfant a tel et tel diagnostic, et il faut ça suggère chez lui une prise décisionnelle ou une prise diagnostique ou des gestes à faire. Donc, il faut encoder tout ça. Et puis on se dit qu'il y a des participants qui vont pas savoir, ils vont être interpellés, pas savoir quoi faire, il faut le faire durer dans le temps. Et puis il y a des participants qui vont tout de suite tout bien faire, donc il faut arriver à un état qui est vert, qui est tout de suite très bien fait, mais il faut aussi penser à ceux qui vont aller étape par étape, ou ceux qui vont hésiter, bien faire et puis se reprendre. Donc il ne s'agit pas de se tromper dans la programmation, et c'est un des dangers, parce que sinon on amène le participant à faire de faux gestes, et vraiment c'est l'inverse du but pédagogique souhaité. Alors, toute simulation, c'est toujours le briefing, se familiariser avec ces mannequins, parce qu'ils sont tous différents. La simulation proprement dite, elle est très courte, et puis le débriefing, l'analyse. Alors le briefing, vous le voyez ici, un obstétricien regarde la maman, elle est sur une table d'accouchement, il regarde un peu comment va être mis le bébé, s'il y a une naissance qui va se faire par voie basse ou si c'est un transverse. Il voit toutes les hypothèses. Et il faut vraiment que le formateur voit toutes les hypothèses avec l'apprenant, parce qu'il nous est arrivé déjà plusieurs fois de voir un apprenant tout à fait inhibé et arrêté parce qu'il n'a pas imaginé que la maman pouvait convulser ou que c'était des gestes de convulsion. C'est identique avec les bébés. Vous voyez ici, il faut que l'apprenant sache que le bébé est cyanosé pour pouvoir faire vraiment le geste qu'il faut qu'il ne le soit pas. Il faut qu'il sache qu'il puisse mettre une perfusion périphérique, un cathéter ombilical ou un tubé bébé. Et toujours tout ça, je vous l'ai dit, le programmateur, la palette qui permet de moduler et le système qui permet de filmer. Le scénario en lui-même, il est très court. Une fois qu'il se déroule, c'est des situations d'urgence, ça dure maximum 10 à 15 minutes. Évidemment, quand on joue comme ici un scénario avec l'équipe d'obstétrique, eh bien, il faut que la sage-femme et l'obstétricien accouchent le bébé prématuré et que l'équipe néonatale prenne ce bébé en charge. C'est un peu plus long, mais ça ne dépasse jamais 20 minutes. Chaque fois, il y a un instructeur qui est à côté, un formateur, des participants, pour un peu moduler le mannequin et aider l'apprenant. Le débriefing, c'est tout à fait différent du certificat des mannequins inertes, puisque c'est une réflexion de l'apprenant lui-même.
Ces pairs qui regardent les vidéos et qui joueront les scénarios et puis les groupes changeront, et le formateur, sur ses connaissances et sur ses performances techniques et comportementales. Donc simulation, réflexion, interprétation, confrontation avec ce qu'il connaissait et quelles sont ses acquisitions. Et ça peut durer extrêmement longtemps, d'autant plus qu'il arrive souvent que des apprenants qui veulent faire ce genre de scénario haute fidélité aient déjà vécu des situations analogues dans la vie et qui se sont parfois mal déroulées. Et le fait de rejouer le scénario, souvent, génère beaucoup d'émotions. Et il faut être très très attentif à cela et être extrêmement bienveillant. Alors, vous voyez, cette famille de mannequins, c'est une famille de mannequins, mais c'est vraiment multidisciplinaire. Anesthésiste, sage-femme, obstétricien, néonatologiste. Ça apprend à travailler avec d'autres équipes, mais dans sa propre équipe. Et ça permet de gérer le stress en toute sécurité. Donc, simulation, avant qu'on voit une petite vidéo. Outils au service pédagogique vraiment très précis. Moyens qui reposent sur du matériel, les mannequins et une réalité virtuelle. Les apprenants sont souvent multidisciplinaires. Ça ne va jamais remplacer ni les cours ni la clinique, mais ça s'insère dans un cycle d'apprentissage et de formation continue. C'est très réaliste de par le scénario et puis de par l'implication aussi de l'apprenant dans le scénario et dans le débriefing. Et on l'a déjà dit, gestion du stress et de l'émotion. Je dirais. C'était une séance de simulation haute fidélité tout à fait classique qui a été filmée par les relations médicales au centre de simulation de Marseille. Et je l'aime bien parce que d'abord c'est là que j'ai fait les premières simulations haute fidélité. Et deuxièmement, je trouve que la musique qu'ils ont mise donne un peu la pression de l'urgence et du stress et du jeu de rôle. Donc je la trouvais relativement bien faite. Et elle est vraiment tout à fait, vous avez vu les apprenants qui jouent le rôle, les techniciens derrière, la séance filmée avec les pairs qui jugent et le formateur qui dirige l'analyse et la réflexion sur ce qui a été fait. Alors, les enjeux de la simulation en salle de naissance, on en a déjà dit énormément. Objectifs pédagogiques, multidisciplinarité, cohésion et réalisme, gestion de l'urgence, leadership, réflexion, application des recommandations médicales, gestes techniques. C'est ludique pour certains participants, pas pour tous, mais c'est surtout éthique. Jamais la première fois sur un patient vivant. Ça assure la sécurité et il faudrait faire beaucoup plus de recherches sur l'impact. Ça commence, on va voir quelques articles, mais sur l'impact que ça a. Mais il y a une face cachée qui, vous l'avez compris, est un coût financier majeur du mannequin, du matériel, de l'informatique, des locaux, de la logistique, des techniciens, de la maintenance. En plus, il faut en général 2-3 formateurs pour un groupe de 6. Les scénarios sont très très chronophages à effectuer parce qu'il faut les penser, mais il faut les jouer pour être sûr qu'on n'ait rien oublié. Il y a des difficultés fréquentes, les mannequins ne sont pas toujours très souples, batterie peut être en panne ou défectueux, donc c'est difficile parfois. Et alors il ne faut pas, je crois qu'il y a un souci qui est un souci important, c'est que souvent quand on est néonatologiste, on se dit je peux enseigner, c'est ma pratique, mais il y a vraiment une formation à ça qu'il faut avoir.
Et comme je vous l'ai déjà dit, il faut vraiment tenir compte de façon c'est souvent les apprenants ne le disent pas quand ils ont déjà eu un scénario, ils ont vécu une situation comme ça. C'est souvent au cours du scénario du debriefing qu'on en apprend un peu plus long. Il faut être vraiment très bienveillant. Alors, pour terminer, 2-3 articles. Quel est l'impact sur l'amélioration de la qualité des soins? Eh bien, au Canada, ils ont voulu introduire ces séances de simulation sur mannequins inertes et mannequins haute fidélité dans tout le réseau périnatal. Et pour voir si c'était satisfaisant pour les apprenants, ils ont envoyé 9 questions. 9 questions à du personnel soignant qui avait effectué ces formations, à des directeurs de cours et à des fellows, des jeunes fellows qui avaient fait ces formations. Et donc on voit qu'effectivement, en ce qui concerne la sécurité du patient, donc dans simulation périnatale, tout le monde répond plus ou moins de la même chose. Dans la gestion des situations de crise, qui est analogue à celle de l'aéronautique, eh bien on voit que ce sont les jeunes fellows qui ont l'air d'être le plus satisfaits. Et on voit que dans le scénario de réanimation salle de naissance, en salle de naissance, eh bien les soignants des hôpitaux, aussi bien que les fellows et que les directeurs de cours, trouvent cela très important. Alors ici, c'est une étude italienne qui a pris 23 soignants et ils ont fait un petit test théorique et un scénario et ils ont évalué les compétences. Et sur les 23 participants, si on travaillait dans un centre de niveau 1 ou 2, si on avait un certain nombre d'années d'expérience, si on était habitué à faire de la ventilation en pression positive sans spécialement avoir des acquis, et vraiment la différence qui départageait les participants, c'est s'ils avaient été formés ou ils avaient eu en formation continue une de ces séances de simulation dans les 6 mois qui précédaient. Ici, c'est une étude indienne qui a pris une centaine de jeunes fellows et qui ont été formés à la basse fidélité, mannequin inerte et haute fidélité, qui ont été testés pour de la théorie avant la formation. Juste après, et on voit qu'il y a des acquis théoriques qui sont là, et 6 mois après, on voit que les acquis théoriques dans ce genre de formation restent. En ce qui concerne le jeu de scénario, eh bien c'est la même situation. Ils ont fait des jeux de scénario, ils étaient identiques en basse, ceux qui allaient faire la basse fidélité et la haute fidélité. Juste après, les niveaux de compétences techniques étaient équivalents, et 6 mois après aussi. Alors ceci, c'est pour moi une des publications dans le domaine qui est la plus intéressante et la plus applicable en pratique clinique. Ce sont les équipes de Lyon qui font beaucoup de simulations haute fidélité et qui vont les faire dans les maternités, vraiment dans le lieu où les gens travaillent. Et dans leur réseau, ils ont 19 maternités, mais ils en ont randomisé 12. 6 maternités avec 10 intervenants, ce qui faisait plus ou moins 70% du personnel, a été formé à la haute fidélité in situ, dans leurs locaux, avec leur matériel. Les 6 autres maternités n'ont pas été formées. Alors ils ont fait des tests de performance d'équipe, un score de travail en équipe qui a été évalué dans les maternités qui allaient avoir la formation et celles qui n'allaient pas l'avoir. Et on voit que 3 mois après, les performances d'équipe sont bien plus élevées dans les maternités qui ont eu la formation. Même chose, ils ont fait jouer 2 scénarios. Les 2 équipes ont été testées avant, celle qui allait avoir la formation, l'autre pas, pour les 2 scénarios. Et on voit que 3 mois après, les acquis, la prise en charge de l'algorithme théorique et procédural, en jouant les scénarios sur les mannequins à haute fidélité, il reste encore des acquis. Et vraiment, ça a été joué in situ. Enfin, on ne peut pas faire plus réaliste avec ces mannequins haute fidélité. Donc ça semble, avec le peu de publications qu'il y a encore pour le moment, ou le peu de recul, ça semble être efficace. Alors, ici, ouais. Il s'appelle Paul, le nom de famille s'appelle Émotion, il est ultra réaliste, il est autrichien et on rêve tous de la voir. Regardez bien les cheveux, la peau, regardez ce qu'on peut faire. Far beyond high fidelity. Pollen is included, controlled, and patient monitor systems are all completely wireless, enabling for fast, effective simulation training in centers or in situ. After 1.5 hours of mobile simulations, simply replace Paul on top of his charging station for ongoing use. Paul's 3D printed larynx has been called by leading neonatologists as the most realistic preterm airway simulator available. One that will forever change the way neonatology trains. Based on actual MRI scans, the airway can be intubated both orally and nasally. Special neonatal care strategies
such as MIST or Ensure, can be trained under real-life conditions. Paul presents a number of realistic pathologies, including NAC, BPD and RDS, with seesaw breathing, retractions, nasal flaring, and synchronized grunting. Paul can change lung compliance and also be put on a ventilator, providing realistic feedback values. Écoute. Pardon? Et écoute. Et il écoute. Écoute. Ah mais ça c'est la grande question justement. Je cherche partout le prix et le prix n'est pas communiqué et on consulter, prix ou consulter. Oui, c'est exactement ça, voilà. Donc en attendant que Paul soit moins cher et plus commercialisé, on se demandait s'il n'était pas temps d'envisager d'intégrer de façon plus systématique la simulation, qu'elle soit sur mannequin inerte, vous voyez qu'on en retient, ou sur des mannequins haute fidélité qui seraient plus adaptés à des équipes vraiment in situ, à la formation des équipes périnatales. Je vous remercie.